Donc bonjour à tous, moi je vais vous parler de science-fiction et d'interaction. Hop. Hop. Et puis, alors, hop, ça marche comme ça? Ouais, ça marche. Voilà. Moi je suis Raphaël Irassari, je travaille comme UX designer depuis le dernier millénaire et je vais vous parler donc de science-fiction et d'interaction. Alors, à l'origine de cette présentation, en fait, je cherchais un exercice pour un de mes cours avec mes étudiants. Et je me suis dit, une des questions qui pouvait être intéressante pour donner un cours un peu ludique, ça aurait été de poser la question, concevez l'interface vous permettant de piloter une navette spatiale. Voilà, c'est tout simple comme question. Et à partir de là, je me suis mis à chercher comment on pouvait concevoir une interface pour une navette spatiale, tout simplement. Et j'ai commencé à regarder les films de science-fiction où il y a plein de navettes spatiales, avec un peu des choses dans tous les sens. Et à partir de là, j'ai cherché ailleurs, on va dire, en voyant tous ces films, on se rend compte qu'il y a plein d'interfaces pour faire plein de choses. Donc ce que je vous propose, c'est un peu de parcourir tout ça, en commençant par les navettes spatiales. Alors un premier exemple de navette spatiale, c'est dans le monde du futur. En 1936, vous avez des choses assez simples. Ça ressemble plus à l'intérieur d'un sous-marin qu'à une navette spatiale avec simplement des cadrans et quelques cadrans, quelques leviers à tourner, des choses comme ça. Si on avance un peu, après on a la planète interdite qui est des années 50. Et là, au contraire, on n'a plus des cadrans, mais on a plutôt une passerelle de bateau où les gens sont autour d'un affichage principal. Enfin, c'est pas vraiment un affichage d'ailleurs, c'est une espèce de grande boule qui représente la position du vaisseau dans l'espace. Et en fait, les interactions se font essentiellement sous forme vocale, où le commandant qu'on voit au centre là va donner des ordres qui seront exécutés, on va dire, par les personnes sur la passerelle. Address Intercraft. System open. This is the captain. Our destination is the Talos Star Group. Our time warp, factor 7. Course computed and on the screen. All decks have acknowledged, sir. Engage. Alors, je ne sais pas si vous avez vu là. C'était le premier Web 2D, ça. Oui, à peu près, ouais. À cette époque-là. Grande techno. Voilà, donc ça c'est le premier épisode de Star Trek. Et donc vous avez vu les interactions, en fait, elles sont essentiellement vocales entre le commandant qui donne des ordres et puis les deux personnes là qui doivent piloter le vaisseau. Mais en fait, en termes d'interaction, si vous regardez bien, ils font pas grand-chose, ils font semblant d'appuyer sur deux boutons et puis ils disent voilà, on a appuyé, on est parti. Et hop, il y a le son qui part et vous avez l'impression de partir dans l'hyperespace. Après, vous avez par exemple, là c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous avez là par contre des interfaces qui sont essentiellement vocales, bien sûr, avec l'ordinateur HAL. Et puis vous avez quand même un parti pris esthétique avec des interfaces relativement simples. Vous avez très peu de boutons et par contre beaucoup d'écrans. Et encore une fois, une interface qui est essentiellement vocale. Alors, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, on voit aussi apparaître, ce que vous avez vu là, c'est des leviers qui servent la plupart du temps pour les manœuvres qui doivent être assez précises ou les choses qui se passent en urgence. Donc là, c'était pour atterrir, et sinon, ça sert aussi pour mettre les turbopropulseurs, s'envoler ou des choses comme ça. On les voit apparaître à ces époques-là, donc dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 60. Il faut mettre ça en lien avec ce qui se faisait à l'époque. Ça, c'est la cabine d'Apollo. Donc Apollo, c'est ce qui a servi à aller sur la Lune. Et dedans, vous voyez, voilà, il y a énormément de boutons, et puis il y a quelques leviers, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'interface de pilotage réellement d'Apollo,
c'est juste cette petite partie-là, où ça peut paraître assez simple, mais je pense que ça devait être un truc assez compliqué à comprendre et à maîtriser, sans doute en saisissant des suites de codes et de chiffres pour arriver à dire à la machine ce qu'il fallait faire en termes de trajectoire. On retrouve un peu la même chose juste après dans Star Wars, avec là, encore une fois, un poste de pilotage avec pas mal de leviers, tout simplement. Et puis, dans la salle de contrôle de l'étoile noire, vous avez énormément de panneaux lumineux avec des boutons, des choses comme ça. Ça ressemble à ce qui se faisait en matière industrielle, notamment dans les centrales nucléaires ou tout simplement dans les centrales électriques ou dans les processus de production industrielle avec des grands panneaux d'affichage, plein de boutons et des lumières un peu partout. Il y a toujours l'utilisation des leviers, notamment là pour lancer le rayon de la mort, et ça permet aussi en termes cinématographiques de faire monter la pression au fur et à mesure qu'on avance le levier, avec des effets qui ne sont pas toujours ceux souhaités. Tout simplement, il faudra m'expliquer pourquoi dans l'espace les objets ils explosent à plat et pas de manière circulaire. Mais c'est un détail, tout simplement. On va continuer un peu. Donc, dans les années 80, là, on a par exemple l'intérieur de la navette Endeavour. Donc, ça correspond aussi à une période où on voit. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'apparition d'énormément d'écrans, ce qui était encore assez peu présent avant. Et ça correspond aussi à une période où on a vu l'arrivée des PC, tout simplement des Mac, des PC, se répandre dans la société et que tout le monde pouvait utiliser, tout simplement. Ça, c'est le cinquième élément. Voilà. On retrouve toujours ces écrans qui sont apparus, les leviers, avec là, encore une fois, un parti pris sans doute esthétique pour faire l'intérieur d'un cockpit relativement simple, avec assez peu d'interactions. Je vais avancer un peu rapidement. Là, on a Prometheus, donc ça, c'est un film plus récent. On voit encore beaucoup d'écrans et beaucoup de boutons, ainsi que, bien sûr, un levier. Ce qu'il faut noter sur cette interface, c'est qu'il y a un vrai travail graphique qui a été fait sur l'ensemble des écrans, avec un souci du détail qui est extrêmement important. Là, c'est encore un film récent, c'est Les Gardiens de la Galaxie. On retrouve toujours le levier qui va permettre une interaction simple, qui permet de mettre le turbopropulseur ou d'atterrir en douceur. Et puis, on retrouve toujours ces écrans avec une interface graphique très travaillée. Mais en fait, on a beaucoup moins de boutons physiques présents sur le tableau de bord. C'est à mettre en relation, par exemple, avec ça, c'est SpaceX, donc l'intérieur d'une vraie navette pour des vols commerciaux dans l'espace, où effectivement, on a encore une simplification. On retrouve la même chose, en fait, des écrans avec beaucoup d'informations dedans et juste un levier au cas où. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais un nombre limité de boutons. Voilà, ça c'est SpaceX. Voilà. Donc pour conclure, en fait, ce qu'on s'aperçoit dans ces navettes, c'est qu'en fait l'évolution de la navette et la représentation de l'interface, elle correspond à ce qui se fait dans la société à cette époque-là. Au départ, vous avez des choses relativement simples avec une interaction vocale. Ça permet aux spectateurs de bien comprendre ce qui se passe. Et puis, plus l'informatique va évoluer, plus les interfaces en fait, dans les films vont évoluer en conséquence aussi. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas vraiment les films qui sont en avance par rapport à ce qui existe en termes d'interface, mais c'est des choses qui suivent de manière assez proportionnelle en termes d'avancement, on va dire, de technologie et de science-fiction. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder après, il y a deux types d'interfaces dans les films, et notamment, par exemple, les interfaces médicales. Que la force soit avec vous.
Alors, ce qu'on voit dans ce petit extrait, c'est qu'en fait, là, on a un robot qui sert de médecin. Donc, sans doute pour garder un aspect chaleureux et humanoïde, on va dire, au contact avec le médecin. Enfin, ça peut être relativement... enfin, c'est relatif comme chaleur, on va dire. Tout simplement. Et... enfin, bon, voilà, toujours est-il, comment dire, pour dire, ça correspond aussi à ce que vous pouvez rencontrer dans la vraie vie. Hein. Les médecins, ils ne sont pas toujours très chaleureux quand vous leur expliquez vos problèmes. Donc, on retrouve un peu le parallèle avec un robot humanoïde. Ce qu'on observe aussi en termes d'interface, souvent, vous voyez des courbes comme ça dans les films. Voilà, ça représente la vie, ça marche bien, ça bouge, ça tout ce que vous voulez. Après, si vous regardez de plus près les courbes et ce qu'elles signifient, c'est pas toujours très pertinent. On peut se poser un peu des questions de temps en temps quand on voit certaines choses. Toujours sur les interfaces médicales, vous avez souvent des choses. Là, c'est un médecin qui doit regarder, qui doit faire un diagnostic. Vous voyez, il y a des choses dans tous les sens. Alors bien sûr, ça bouge, ça donne la vie, c'est tout ça. Mais il y a énormément d'informations, il y en a dans tous les sens, et on sait très bien que dans la réalité, si vous faites un truc comme ça, le médecin il va juste crier, parce qu'il n'est pas capable de capter l'information dont il a besoin pour faire son diagnostic et faire son boulot. Ce qui est aussi intéressant dans les interfaces, là c'était dans Prometheus, il y a un bloc médical automatique, et puis vous voyez un truc... procédure d'urgence, et bien sûr, il y a plein de trucs autour, plein de boutons, voilà, donc on ne sait pas trop sur quoi appuyer, sauf qu'on a très envie d'appuyer sur le gros bouton rouge en haut à gauche, mais probablement ça ne fera pas ce que vous attendez, tout simplement. Donc, hop, on retrouve la même interface, en fait, une fois que vous êtes dans le bloc, et puis vous avez une interface tactile au-dessus de vous, là, très bien. C'est super, mais si vous êtes blessé au bras, hein, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. Donc voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser vos bras pour utiliser l'interface, vous aurez peut-être des petits problèmes pour contrôler le bloc médical. Leucémie lymphoblastique aiguë. Détectée. Réatomisation. Rétablissement à 100%. Alors là, c'est dans le film Elysium, où vous voyez en fait l'interface médicale. En fait, il n'y a pas d'interface. La personne se couche dans le bloc médical et automatiquement, ça fait le diagnostic et ça la soigne. En fait, c'est plus logique dans le sens où, voilà, moi je ne suis pas médecin, la femme ni l'enfant ne sont médecins. Et en fait, voilà, si vous attendez d'un truc comme ça, c'est que ça vous soigne. Ça ne vous dit pas vous avez la typhoïde ou le cancer ou je ne sais pas trop quoi. Si ça vous soigne, ça vous va. Et il n'y a pas besoin d'interface pour simplement voilà, dire je vais être guéri, tout simplement. Donc en fait, c'est peut-être la bonne solution pour des blocs, on va dire, médicaux automatiques. C'est simplement, il n'y a pas d'interface. Alors, je vais revenir un peu sur, voilà, sur Alien. Ok, donc vous avez vu là, elle enclenche l'autodestruction du vaisseau. Alors on va regarder plus dans le détail ce qu'elle fait. Donc premièrement, vous avez le panneau là, il vous donne les instructions pour déclencher l'autodestruction. Alors il faut regarder, à gauche vous avez la version en anglais et à droite vous avez la version en français. Quand vous regardez précisément, en fait la traduction elle vaut pas un clou.
Voilà. Déjà, tout simplement, à gauche, vous avez 8 instructions, à droite, vous en avez plus que 6. On oublie à la fin, par exemple, en français, on oublie de vous dire faut recommencer la même procédure sur les 4 slots, voilà, et ainsi de suite. Donc il y a un vrai décalage entre la version anglaise et la version française de la traduction. Et je pense que ça, c'est valable aussi dans pas mal de logiciels, ou comme ça, où la traduction elle est faite à la va-vite avec Google Translate, et ça donne quelque chose de ridicule, en fait, tout simplement. La deuxième chose, c'est si vous regardez la procédure, il y a 8 étapes, donc là, il faut pousser le bouton machin, enfin voilà, il y a 8 étapes, il y a un certain nombre de choses à vérifier à chaque fois. Et donc, si vous regardez la petite séquence dans le détail, vous allez vous apercevoir qu'elle ne suit pas vraiment le mode d'emploi. Donc déjà, première chose, quand même, elle lit le mode d'emploi. Hein ? Quand est-ce que vous avez lu un mode d'emploi pour la dernière fois ? Donc là, c'est quand même une performance. Elle commence par lire le mode d'emploi. Bon, après, c'est un peu normal. C'est quand même l'autodestruction du vaisseau. Et a priori, elle est plus ou moins en train de se suicider. Donc c'est pas mal de lire le mode d'emploi. Seul problème, c'est que vous allez voir... Alors, la première étape... Voilà, j'oubliais. La première étape, il faut taper le code. Alors, c'est un vrai code, hein, parce que là, moi, personnellement, je ne comprends absolument rien aux icônes ou à quoi que ce soit. Donc voilà, il doit y avoir un vrai code, je ne sais pas quoi, mais voilà, c'est un vrai code. Donc elle tape le code, très bien, et après elle commence donc la procédure pour activer l'autodestruction. Donc elle met le boulon là, elle vérifie, elle pousse sur le bouton pour désactiver la tête l'ogive nucléaire. Hop, et puis elle passe à la suivante, et puis voilà. Elle passe à la suivante. En fait, elle fait les gestes qu'il faut, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, simplement dans la procédure, à chaque étape, elle devait vérifier que ça marchait bien. Et elle passe toutes les étapes de vérification. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même quand vous avez une procédure écrite pour un truc super important, tel que l'autodestruction, en fait, votre utilisateur, dans la situation d'urgence, il va passer certaines étapes. Et ça s'observe tout le temps, toujours, dans toutes les situations de travail ou même de... voilà. C'est ce qu'on appelle la différence entre l'activité prescrite et l'activité réelle. Il y a toujours une différence entre ce que les gens doivent faire et ce qu'ils font dans la réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise des humains et pas des robots pour les tâches. C'est pour leur permettre d'improviser et s'adapter à la situation. Alors, pour en revenir justement aux robots et aux humains, il y a pas mal de films dans lesquels on essaye de distinguer les deux. Donc là, par exemple, dans Blade Runner, on essaye de distinguer les humains des robots. Avec l'utilisation de moyens biométriques, dans le cas de Blade Runner, où ça ne marche pas très bien quand les robots deviennent un peu trop perfectionnés. Il y a un autre film où on cherche à distinguer les humains des robots, ou au moins à être sûr que l'humanité est toujours humaine, c'est dans le 5e élément. Et là, par contre, il y a un certain nombre de systèmes qui ont été mis en place pour s'assurer que les humains sont toujours humains. Alors, je vais essayer de vous les décrire rapidement. Donc, le premier cas, c'est la mise en place d'une structure sur un temps qui est beaucoup plus long que le temps de la vie humaine. Et cette structure, elle a pour mission de transmettre un savoir sur donc une période très longue. Donc ça, c'est une première clé pour s'assurer que les humains existent toujours, c'est qu'ils ont été capables de transmettre un savoir sur une très longue période pour l'activer à un moment. Dans ce savoir, il y a notamment le mode d'emploi de l'arme qu'il va falloir déclencher. Voilà. Toutes les armes ont un manuel. Celle-là aussi, j'en suis sûr. Voilà, c'est ça. Les symboles doivent correspondre. Vite, vite! Alors, là, on rentre un peu dans la deuxième partie du test, c'est l'utilisation de symboles. En fait, il faut un certain niveau d'intelligence pour pouvoir utiliser des symboles. Et donc, c'est aussi un moyen de vérifier que les humains ne sont pas venus complètement débiles ou que ce n'est pas devenu des singes, par exemple. Voilà.
Peut-être que les singes sont plus intelligents que certains humains, mais c'est un autre débat. Et donc, voilà, ça c'est une première preuve, on va dire, d'intelligence et d'humanité, c'est être capable d'utiliser des symboles et de les maîtriser. Il y a une deuxième chose qu'on voit, là, tout simplement, aussi dans la conception de cette arme, c'est que vous avez, par exemple, sur les pierres, vous avez ce qu'on appelle un détrompeur. Ça vous permet de poser directement la pierre dans le bon sens. C'est juste un détail, mais ça vous évite des erreurs. Et quand vous êtes à la bourre pour activer une arme qui doit éviter de détruire le monde, en fait, c'est pas mal d'avoir un détrompeur. Hein, ça vous évite de devoir tester toutes les pierres dans tous les sens. Voilà. Corben ? Le vent. Elle a dit, le vent souffle. Chacun la sienne. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Là encore, c'est, je dirais, une preuve d'intelligence. Et c'est-à-dire l'utilisation d'un langage symbolique pour permettre de comprendre l'utilisation des pierres. Donc ça, c'est des notions qui arrivent en termes de développement, je crois que c'est vers 10-12 ans, où vous arrivez à maîtriser ce genre de choses, à le créer et à le comprendre. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, il y a 4 pierres à activer, donc la terre, l'eau, le feu, j'en ai oublié une, enfin bon, c'est pas grave, le vent. Voilà. Donc ça, c'est aussi les 4 éléments constitutifs d'un environnement viable pour les humains. Donc ça vous permet de vous assurer que la Terre n'a pas été détruite par une guerre nucléaire et qu'elle est toujours vivable pour des humains normaux. Voilà. Et puis, bien sûr, le 5e élément, voilà, c'est donc l'amour et la capacité à avoir de l'empathie pour les autres qui fait qu'on est humain. Voilà. Donc, pour détecter des humains, il y a un moyen un peu complexe à mettre en place, c'est s'assurer qu'ils soient capables de créer une structure culturelle pérenne, s'assurer de leur capacité à transmettre une connaissance dans le temps, s'assurer qu'ils soient capables de maîtriser des concepts symboliques, et puis s'assurer qu'ils aient de l'empathie pour leurs prochains, et donc qu'ils ne soient pas transformés en robots, tout simplement. Un autre film intéressant sur l'aspect humain et par rapport à un robot, c'est Air, donc c'est un film qui date de l'année dernière, je crois. Donc tout simplement, là, pour vous résumer le film, le monsieur, là, il achète un système intelligent qu'il appelle Samantha et qui va devenir de plus en plus humain au cours du film. Donc au départ, quand il démarre le système, c'est sur un grand écran comme ça. Puis après, on voit apparaître Samantha qui est symbolisée sous la forme juste d'un petit appareil photo, on va dire d'un petit téléphone. Et puis dans la dernière phase du film, en fait, plus elle devient humaine, Samantha, moins elle apparaît à l'écran. Et là, c'est juste une oreillette qui lui permet d'entendre Samantha. Et donc à la fin du film, en fait, il se passe un truc, je ne vais pas vous raconter la fin, mais simplement, voilà, quand il y a un problème, on va dire, il va essayer de revenir vers des objets plus importants et plus physiques, tout simplement. Alors, je vais avancer. Qu'est-ce que je voulais vous parler ? Ouais. Hop. Alors, pour résumer un peu tout ça, je vais vous faire un espèce de petit guideline de la conception des interfaces dans les films de science-fiction. Donc, en termes d'interface, on a toujours les boutons, ça marche bien, c'est visuel, ça a de la couleur, c'est très bien, c'est très présent. Après, on a les interfaces vocales. Ça, c'est très bien aussi au cinéma, ça permet juste de parler et comme ça, aussi bien le spectateur que le robot comprend ce qui se passe. Ça marche très bien. Vous avez aussi souvent ce qu'on voit apparaître, enfin de temps en temps ce qu'on voit apparaître, c'est les interfaces, ce qu'on appelle neuronales, donc on se branche directement sur le cerveau. Le problème de ces interfaces, c'est que c'est pas très visuel à l'écran, et donc c'est un peu difficile au cinéma, donc c'est souvent associé à de la réalité virtuelle. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait.
essayer de me frapper, frappe-moi! Voilà. Ça, c'est un bon exemple d'utilisation de la réalité virtuelle, et c'est ce qui se fait actuellement aussi. C'est simplement, vous utilisez la réalité virtuelle quand vous ne pouvez pas aller dans des environnements dangereux. Donc la réalité virtuelle, actuellement, elle est utilisée, par exemple, pour former les agents EDF dans les centrales nucléaires. Comme ça, ils comprennent comment il faut manipuler les choses sans avoir à aller près du cœur d'un noyau, enfin d'une centrale nucléaire. Voilà. Donc c'est une utilisation, on va dire, réaliste de la réalité virtuelle, tout simplement. Si on continue un peu sur les interfaces, ce qu'on voit beaucoup apparaître, c'est des interfaces en 3D holographiques. Donc ça sert bien pour tout ce qui est plan de bataille et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les militaires aussi, ils utilisent ce genre de choses. Alors pas en 3D holographique, machin et tout, mais ils ont souvent des bacs à sable. Et il y a même des gens qui sont amusés à faire des vrais bacs à sable, on va dire, électroniques, à partir de ce genre de choses, où pour représenter des champs de bataille, c'était plus efficace. Alors, ce qu'on voit aussi souvent, c'est des interfaces gestuelles, comme ça, là. Donc, Minority Report, voilà, c'est le grand truc. En fait, on en voit, c'est assez marquant, mais en fait, il n'y a pas tant que ça de films qui utilisent des interfaces gestuelles comme ça. À part Minority Report, qui a vraiment marqué un peu les interfaces gestuelles, dans les films, vous n'en avez pas tant que ça. Tout simplement. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est des affichages en hauteur et transparents. J'y reviendrai un peu plus tard, tout simplement. Alors, je vais essayer d'aller juste... maintenant, je vais vous parler un peu des interfaces qui sont faites pour les extraterrestres. En fait, si vous voulez faire une interface pour des extraterrestres, il y a plusieurs règles à suivre. La première règle, c'est que l'écran n'est jamais carré droit. D'accord ? C'est toujours un truc bizarroïde, avec une forme complexe, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un autre exemple de choses. Voilà, l'écran il n'est pas droit, il est carré, ovale, avec des coins tordus, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La deuxième chose, effectivement, ce qu'on voit souvent, c'est un affichage tête haute. C'est en fait l'écran, il est à la verticale et il est transparent. Voilà. Donc c'est assez simple, voilà, mais ça a l'avantage de permettre ce genre de plan au cinéma où vous voyez la personne en train d'interagir sur l'interface, tout simplement. Et donc c'est très visuel, ça marche très bien. Après, je ne sais pas si c'est très utilisable. Il y a aussi une chose qui est importante quand vous faites des interfaces pour les extraterrestres, c'est la densité d'informations. Là, vous pouvez charger, il n'y a pas de souci, vous pouvez en mettre dans tous les sens. Voilà, vous pouvez mettre la dose. Hein. Je pense que ces interfaces-là, elles sont faites pour des Vulcains, par des Vulcains. Donc voilà, moi je n'y comprends rien, mais a priori je ne suis pas Vulcain, sauf si je ne le sais pas. Mais voilà, il doit y avoir quelques Vulcains sur Terre qui sont capables de faire ce genre d'interface et de les comprendre. En termes de couleurs, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Je suis désolé pour vous, mais en gros, vous avez le droit au bleu et au vert. Okay, c'est à peu près tout. Si vous êtes méchant ou si c'est une situation urgente, vous avez le droit au rouge et à l'orange, mais seulement si vous êtes un extraterrestre méchant. Okay, voilà. Sinon, bleu et vert. En termes de typographie, par contre, vous pouvez un peu vous lâcher pour faire des trucs pas très lisibles, c'est pas grave. Mais voilà, il y a toujours des belles typos, pas de souci. Vous pouvez faire aussi des typos qui ne sont pas lisibles simplement par les humains. D'abord, puis on peut même se demander pourquoi il y a des typos, si c'est pour des extraterrestres, si ça se trouve, ils n'ont même pas le même langage écrit que nous, tout simplement. Hop. Et puis, alors, si vous mettez un peu de code qui défile, incompréhensible, là, c'est le top. Voilà, ça c'est très bien pour mettre un petit coup de choses comme ça. Et après, vous avez les icônes, c'est pareil, hein, on l'a vu dans Alien tout à l'heure. Faut les mettre par pack de 10. Si c'est pas très compréhensible, c'est pas grave. Hein, de toute manière, vous vous adressez à des extraterrestres, donc ils ne viendront pas se plaindre. Donc voilà, tout simplement. Et surtout, point important.
Voilà, point important, vos interfaces, elles doivent être vivantes, elles doivent être animées, ça doit bouger, ça doit en jeter, voilà, il doit y en avoir dans tous les sens. Vraiment, voilà, faut faire quelque chose de vivant en termes d'interface. J'en arrive à ma conclusion. Donc vous vous rappelez, ma question au départ, c'est comment concevoir une interface pour moi, pour piloter une navette spatiale. La réponse que j'ai trouvée, c'est que moi, je suis pas pilote d'avion, ni d'astronef, ni rien du tout. Donc voilà, si vous mettez un joystick, voilà, la dernière fois que j'ai essayé de m'en servir dans un simulateur d'avion, je me suis scratché, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Je ne suis pas non plus astrophysicien, donc je ne sais pas à quel moment il faut partir pour faire la courbe optimale pour atteindre mon objectif. Donc même si vous mettez juste un bouton démarrer, voilà, j'appuierai sans doute au mauvais moment. Donc en fait, la solution, je dirais en termes d'interface pour piloter une navette, c'est peut-être celle qu'on voit à l'écran actuellement. C'est qu'en fait, il n'y ait pas d'interface et puis que ça soit quelque chose qui soit automatisé. Je dirais un peu comme un canon et qui m'envoie directement sur la Lune. Voilà, c'était ma conclusion. Merci Raphaël. Alors je vais avoir C'était super vivant, très dynamique. Ça marchait bien, ça nous a tous plu de revoir les films qu'on avait vus. Mais ma question principale, c'est où est-ce que vous voulez en venir pour les professionnels qui sont au Web 2D ? Est-ce qu'il y a un message derrière ces études de cas ? Est-ce que la créativité des développeurs est bridée par l'imagination des créatifs des films ? Est-ce qu'on reproduit toujours ce qu'on a vu ? Est-ce que c'est difficile de se sortir du schéma bouton-levier ? Oui, alors c'est un peu ma conclusion, c'est qu'en fait, le message peut-être à faire passer, c'est que si vous essayez de faire des choses qui sont trop en avance sur votre temps, ça ne va pas être compris par les utilisateurs qui ont un certain nombre de points de repère. Et donc, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de faire un truc, on va dire, du futur, parce qu'on se rend compte que même dans des films ou comme ça, où normalement on est dans le futur, et en fait, on se rattache à des choses très présentes. actuelles. Ouais. Et les étudiants, ça a donné quoi leurs résultats ? Parce que vous disiez que la question, vous l'aviez posée à des étudiants, et ils vous ont refait Star Trek, ou ils ont vraiment sorti des trucs en fait, originaux ? Alors, je ne l'ai pas posé en vrai à des étudiants. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'ils allaient sans doute me faire un truc à la Wahoo ou à la Minority Report. Et donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de leur poser la question. De leur demander. Ouais. D'accord. Ok. Vous souhaitez lui poser des questions ? Il y a peut-être des films que vous n'avez pas encore vus ? Il y a quelques films que je n'avais pas vus. Est-ce que du coup, il y a des conseils de création, comment en tant que professionnel vous conseillez d'autres professionnels ? Comme on est un festival pro, que souvent dans la salle sont des pros, il y a beaucoup de développeurs. À partir du constat on reproduit souvent ce qu'on a déjà vu, qu'est-ce que vous conseillez ? Quelle organisation vous conseillez pour sortir de ça et dépasser ça ? Je pense qu'il faut s'intéresser à ce que font les utilisateurs. On l'a vu dans la petite séquence où comment elle s'appelle, pour activer l'autodestruction. Voilà, ce qu'on prévoit, en fait, c'est jamais respecté par les utilisateurs. Donc, à partir de ce moment-là, faut peut-être se remettre en question et faire autre chose qu'une consigne avec certaines étapes et voilà, se remettre en question et pas effectivement se satisfaire de modèles qui ne sont pas adaptés aux besoins des utilisateurs. Ça rejoint la conférence que j'ai vue ce matin là, de Trello, où il disait bien, voilà, si on a des modèles, de temps en temps, il faut les casser parce que ce n'est pas les bons. Et il faut se remettre en question, voir les utilisateurs, voir ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Justement, c'est la technique pour se remettre en question qui est difficile. Oui. Mais voilà. Après, merci beaucoup. Est-ce qu'on vous retrouve vous pouvez venir me voir. Je reste là jusqu'à demain. Voilà. D'accord, super. Je rate pas une question, vous vouliez pas compléter par un petit quelque chose ? Eh bien, ça marche, alors on boucle. Merci Raphaël. Merci. Une dernière slide ? Ouais. Un film peut-être ? Un court-métrage ? Non, ça a disparu. C'était juste un petit livre de référence, ouais. Si vous voulez en savoir plus sur les interfaces et la science-fiction.